toss it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, lift it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, build it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, back it, switch, update it, name it, mid it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. C'était un petit mash-up des Daft Punk. Avant de commencer cette émission, cet épisode a été sponsorisé par les éditions J'ai lu qui viennent de sortir La Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. Il s'agit d'un huis clos à l'échelle de l'espace et du temps qui narre la geste entre une capitaine de cargo spatial et un enfant muet à travers la galaxie. Cela pourrait presque être un clip des Daft Punk designé par Leiji Matsumoto. Leur divorce a fait beaucoup de bruit, les Daft Punk se sont séparés au début d'année en laissant une plaie béante dans le cœur des fans. Le groupe a débuté ses aventures musicales en 1993. Cette séparation et surtout la réaction des fans nous a donné l'envie de faire un épisode spécial Daft Punk. On a modestement essayé de revenir sur toute la carrière du groupe avec un spécialiste dans un temps assez court, même s'il s'agit pour l'instant de l'émission la plus longue jusqu'à maintenant. Cela nous a demandé beaucoup de travail mais surtout beaucoup de plaisir et on espère que vous allez apprécier. La science-fiction chez les Daft Punk est surtout une affaire d'esthétique. Pas sûr que Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo soient de grands fans ou de grands lecteurs de SF, mais ils ont intégré très tôt les codes de ce genre, que ce soit dans les clips, mais aussi dans leur apparence de robots. Pour parler de ce groupe, on a invité le journaliste Stéphane Jourdain. Il travaille sur France Inter et a écrit un excellent ouvrage sur le sujet. Stéphane Jourdain, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans C'est plus que de la SF, ça fait plaisir de vous avoir. J'ai beaucoup aimé French Touch, une épopée électro chez Castor Music. Un très très bel ouvrage où j'ai appris beaucoup de choses. On va parler des Daft Punk aujourd'hui. Daft Punk appartient à la French Touch, mais c'est quoi cette French Touch ? Alors la French Touch, c'est un mot tiroir qu'on a utilisé pour essayer de décrire ce mouvement qui a éclos au mi-temps des années 90, avec tout d'un coup un certain nombre de DJ producteurs qui avaient comme point commun d'être français et de faire une musique électronique assez gaie, assez joyeuse, empreinte de funk et de disco, plutôt commerciale, et qui a connu un grand succès dans les années 95, 96, 97 et puis après. Donc c'est un mot tiroir parce qu'on met plein de choses très différentes dedans, à la fois la pop mélancolique de R, la techno, la house des Daft Punk, les morceaux d'Étienne de Crécy, la funk mob, du trip hop, DJ Cam, enfin voilà, plein de choses qui n'ont rien à voir mais qui ont quand même un point commun, c'est que c'était des Français, que ça s'est bien vendu à l'étranger, que c'était de la musique électronique, que c'était fait avec des sampleurs dans des home studios et que ça a pop-up à peu près exactement au même moment. R, Cassius, Étienne de Crécy, Phoenix, ils viennent tous de Versailles. Comment expliquez-vous que Versailles devienne ce qui a été Détroit avec la Motown ? Alors ils viennent pas tous de Versailles parce que les Daft Punk viennent pas de Versailles, ils viennent de Montmartre. Ils viennent un peu de Versailles parce qu'ils connaissent tous ces types, qu'ils sont copains avec eux et que ça reste des enfants de bourgeois parisiens. Guy Manuel de Omen Christo et Thomas Bangalter, donc les deux Daft Punk se sont connus au lycée Carnot dans le 17e à Paris. Alors pourquoi Versailles is the new Detroit? On pourrait écrire des thèses passionnantes sur cette question. La French Touch, en tout cas, était un mouvement bourgeois, c'est sûr, d'enfants de bourgeois qui étaient des enfants d'artistes, de producteurs, Blanc-Francard, Bangalter. Il y a beaucoup d'exemples. Étienne de Crécy fait partie d'une famille où tous ses frères, notamment, ont bien réussi dans le milieu culturel. Donc ce sont des enfants de bourgeois éclairés dans des milieux arty, donc rien à voir avec ce que Detroit a pu enfanter pour la techno, d'underground résistance et de ces types-là, encore que je connaisse pas leur background social exactement, mais enfin je pense que c'était pas exactement la même chose.
D'ailleurs, vous avez découvert comment Daft Punk? C'est le moment un petit peu biographie. Vous avez un souvenir ou pas précis de quand vous avez écouté la première fois ce groupe? Alors oui, moi j'ai un souvenir très précis. C'est un pote à moi qui s'appelle Mathieu qui m'a fait écouter Homework, le premier album, son studio de 9 mètres carrés. J'ai vraiment un flash en tête de l'écoute de ce CD sur une tour PC avec une petite enceinte. Et il m'a dit, et voilà, je pense que c'est une scène, je pense qu'il y a eu des milliers de scènes comme ça en France à ce moment-là. Il m'a dit, ah, j'ai écouté un truc de dingue, faut que je te fasse écouter ça. Et on a écouté ça, et voilà, c'était une époque, on devait être en 97, je pense, où le rock n'avait plus grand-chose à proposer de très nouveau, où nous on écoutait un peu de rap, mais du rap français, donc on n'était pas complètement dedans. Voilà, c'était la fin de la période grunge. Et donc on s'est pris cette claque vraiment en pleine tête. Vitalik parlait d'un Airbus A320 qui s'est pris dans la gueule. Bah, c'est vraiment exactement ça qui s'est passé quand on a écouté Homework. Donc oui, j'en ai un souvenir très précis. Alors on va maintenant écouter une interview de Thomas Bangalter, un des deux créateurs du groupe Daft Punk, réalisé par Arte Radio, et c'était en 2009 évidemment. On mettra en lien tous les extraits et les émissions qu'on a utilisées pour ce podcast. Donc on s'est rencontrés en 87 en quatrième au collège à Paris, et on a commencé à devenir très amis. Et plusieurs années plus tard, peut-être plus vers 17-18 ans, on a essayé de faire un groupe de rock comme tous les lycéens, ou comme beaucoup de lycéens ont essayé de le faire peut-être, et on a sorti un petit EP sur un label anglais d'un groupe qui s'appelait Stereolab, qui nous a aidés, qui nous a sorti ce EP, et on a eu de très mauvaises critiques, dont une dans le magazine anglais hebdomadaire Melody Maker, qui a traité notre groupe qui s'appelait Darlene à l'époque de punk débile et de punk stupide, et donc en anglais Daft Punk. Et 1 an ou 2 ans après, quand on a commencé à faire de la musique électronique et de remplacer les guitares, peut-être pas les guitares, mais peut-être remplacer la batterie par des boîtes à rythme, et les guitares par des échantillonneurs et des synthétiseurs. On n'avait pas de nom pour notre projet. On allait sortir un petit maxi sur un label écossais, et on s'est dit, tiens, on va utiliser le nom de cette mauvaise critique, les punks débiles en anglais, ou les punks stupides. Alors, c'était Thomas Bangalter donc, qui raconte ses débuts au micro de Arte Radio. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas la première chanson des Daft Punk. À l'époque, il s'appelait Darlene. Et voici un extrait du fameux petit vinyle appelé Cindy Soland. Et il n'était pas 2, mais 3 autres que Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo. On retrouvait Laurent Brankovitz, le futur guitariste de Phoenix. On écoute maintenant un extrait. Cindy Soland, Cindy Soland, Cindy Soland, Cindy Soland. Cindy Soland, Cindy Soland, Cindy Soland. Cindy Soland, Cindy Soland.
Alors, je crois, Stéphane, que cette première expérience musicale ne va pas donner naissance au Daft Punk, mais en tout cas va permettre beaucoup de choses. Oui, alors d'abord on se dit en l'écoutant qu'ils ont bien fait d'arrêter le rock, c'est vraiment cool qu'ils soient passés à autre chose. Et donc ce premier disque a été chroniqué dans la presse anglaise et le journaliste qui l'a chroniqué parlait de Daft Punky Thrash, avec un jeu de mots sur trash, et Daft Punky, donc punk idiot, c'est punk idiot. Ils ont gardé le terme pour inventer le nom de leur nouveau groupe qui sera lui dédié aux musiques électroniques. Donc on arrête le rock, on arrête les guitares, on arrête cette pop rock noisy qui n'allait pas partir sur la bonne route et on se met aux musiques électroniques. Alors, je vais vous citer, c'est page 50, donc 1995-2015, une épopée électro. En matière de rock, on s'est rendu compte que personne ne pourrait faire mieux que ce qui a déjà été fait, explique lucide Thomas Bangalter. Autre prise de conscience fatale, dans les concerts de rock, les filles sont moches. La légende veut qu'il soit revenu d'une rêve à Beaubourg en se disant « Nom de Dieu, mais les filles sont super belles, c'est cette musique qu'il faut faire ». Ouais, c'est un copain à eux qui m'avait raconté ça, donc je sais pas du tout quelle est la part de vérité dans ça, mais je pense que ça correspond à quelque chose aussi qu'on a connu dans les années 90. Dans les concerts de rock, il n'y avait plus beaucoup de souffle, de nouveautés, de couleurs et d'élan et d'entrain. On était un peu tous fatigués. C'était avant The Strokes, avant tous ces groupes qui ont un peu réinventé ce genre musical. Et c'est vrai que du côté des raves, des musiques électroniques, la renaissance des clubs, les soirées respect au Queen, etc., il y avait quand même beaucoup plus d'envie, de couleurs, de filles, de gens de la mode, voilà, c'était un peu plus glam, on va dire. D'ailleurs, hein, vous le dites très bien, ils se prennent la claque acid house en pleine poire et ils commencent à regarder ailleurs. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, on a, toujours sur Arte Radio, Thomas explique d'ailleurs comment il a fait cette première soirée. À 18 ans, la première fois qu'on va dans une rave, c'était sur le toit de Beaubourg, la première rave à laquelle on est allé, et on découvre une musique différente et on découvre en plus, je pense, une énergie avec un public et des gens qui dansent sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas, et avec quelque chose de nouveau qui est en train de se passer au niveau de la canalisation de cette énergie et d'une scène presque à l'époque. Faut replacer la musique électronique dans son contexte qui est alternative et totalement underground et qui est pas de la musique qu'on entend à la radio et on se dit c'est intéressant, il y a un courant et il y a peut-être quelque chose à faire en utilisant ce moyen d'expression dans la musique. Comment on faisait pour découvrir cette musique, pour aller faire des raves à l'époque? Maintenant, ça paraît normal, mais de ce que vous expliquez bien, c'est qu'au tout début, c'était pas si normal que ça. C'était vraiment un tout petit groupe de jeunes qui allaient. Oui, alors il faut voir ce que c'était à la fin des années 80, au début des années 90. Il y avait des flyers, à l'époque ça marchait par flyer, on se donnait rendez-vous. Parfois il fallait téléphoner, donc avec une cabine téléphonique, un numéro, un espèce d'audiotel pour avoir un lieu de rendez-vous. Voilà, pour que les flics sachent pas où ça se passe, tout s'organiser à la dernière minute. Alors cette rave de Beaubourg en particulier, je sais pas, mais en tout cas ça se passait comme ça en banlieue parisienne. Donc il y avait voilà tout un écosystème assez rigolo, enfin qui n'était pas vu comme ça à l'époque, parce que c'était vraiment une scène alternative et que le but était de pas se faire choper par les flics. Mais voilà, c'était pas aussi évident que d'aller au Queen et de payer son entrée. Il fallait ça demandait des efforts de participer à une rave, et puis c'est un truc auquel on commençait à penser en fin de semaine, quoi. D'ailleurs, c'est qui les papas des Daft Punk pour vous? Musicalement, tu veux dire? Ah bah là aussi, on pourrait faire une thèse. Moi, je pense que il y a pas mal de la house de Chicago quand même qui a influencé l'œuvre des Daft Punk. Je pense à des
des Romantoni, des DJ Sneak, Armani, des gens qui ont fait voilà, une musique qui ressemble un peu. Armand Van Helden aussi, à la même époque, fait des choses qui peuvent être à peu près comparables. Après, les vrais papas, eux, ils adorent Primal Scream en matière de rock. Je pense qu'ils ont beaucoup écouté ce qu'ont fait les grands-pères de l'électro, les Pierre Henry, Jean-Michel Jarre. Ils ont digéré toute cette musique-là. Je ne sais pas si c'est juste de parler de papa, mais en tout cas, ils ont écouté tout ça et ils ont fait ils l'ont digéré, quoi. Ils l'ont fait à leur sauce. Évidemment, Giorgio Moroder, qui apparaît dans leur dernier album assez longuement. Voilà, ils viennent de tout ça, quoi. Quelques temps plus tard, les Daft Punk explosent avec Daft Punk, présent sur le premier EP. D'ailleurs, racontez-nous les coulisses de production et puis comment ça prend aussi vite. Alors en fait, à cette époque, ils commencent à bidouiller leur machine et à faire des morceaux et ils vont avoir la chance de pouvoir rentrer en contact avec les boss d'un label assez important à l'époque qui fonctionnait bien, qui est un label écossais qui s'appelle Soma. Qui est à l'origine de pas mal d'albums, enfin de morceaux techno très en vue au milieu des années 90 et au moment d'une rave justement à Euro Disney, ils vont rentrer en contact avec les gens de ce label qui tout de suite vont garder un œil sur ce que font les Daft Punk et notamment sur ce titre Daft Punk qui au début ne devait pas servir et que les Daft Punk leur font écouter un peu par hasard. Et là, on leur dit, attendez, il faut retravailler ça, il y a un super truc. Et ainsi naquit Daft Punk. Et donc, en fait, ces morceaux sur Soma vont lancer la course au Daft Punk au premier album. Les maisons de disques vont être plusieurs à vouloir les signer et ils vont décider de travailler sur un album complet qui vont sortir un peu plus tard en 97. Et justement, on va écouter un extrait de Daft Punk. Alors vous racontez aussi que le groupe a déjà une composante business très importante et qui change quand même pas mal de la scène actuelle, la scène de l'époque. Alors business, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils connaissent le milieu, ils connaissent l'industrie de la musique, grâce notamment au père de Thomas Bangalter, qui était producteur et qui a produit des groupes qui ont connu un grand succès commercial. Ils connaissent le milieu de la musique et très tôt, alors qu'ils ont 18-19 ballets, ils connaissent les codes et ils font attention à tout ce qu'ils font. Ils ont été conseillés par des avocats au moment de signer leur premier contrat avec des maisons de disques. Ils savent garder la distance entre leur œuvre et la maison de disques. Ils savent très bien où ils mettent les pieds. Ils ont une appétence très marquée pour toute l'image qui accompagne la production musicale d'un groupe. Donc leur premier clip, leur pochette d'album, tout ça est travaillé et chiadé. Donc voilà, ils ont une certaine facilité pour frayer dans cette industrie musicale et se concentrer sur leur œuvre musicale, graphique, sur le marketing, cette idée d'être masqué très rapide, etc. On va écouter un extrait du documentaire Daft Punk Unchained, disponible sur YouTube gratuitement.
et que c'est vous qui nous avez encouragé à regarder ça, puisque vous le citez beaucoup dans French Touch, et donc du coup j'ai regardé. C'est un documentaire assez passionnant. On a pioché 2 courts témoignages. On va commencer avec Antoine Ressori, ami des Daft, qui raconte comment le groupe créait leur composition, puis on enchaîne avec Eric Chedville, qui est aussi un autre ami des Daft Punk, et qui est producteur, et qui présente les spécificités des 2 garçons. Je me rappelle le studio, c'est une chambre à coucher d'enfants, hein, pas d'ados, hein, d'enfants, avec des fils partout, des synthés, des bidules. Et les 2 albums qui ont changé la face du monde de la musique électronique sont composés là. Thomas, il est le petit génie des machines. Je me rappelle très bien à l'époque du premier album, il me disait moi je lis les modes d'emploi de toutes mes machines une fois par mois. Mais faut pas penser qu'il n'a que ça. Parce qu'artistiquement, c'est quelqu'un qui trouve des mélodies super top, qui a vraiment un sens très aigu du hit, quoi. Guiman, lui, c'est mystique, quoi. Lui, il y a un seul truc et il n'y en aura pas 2. Donc tant qu'il ne l'aura pas trouvé, tout le reste, c'est de la merde. Voilà. Est-ce qu'ils ont gardé cette façon de travailler toute leur carrière ? Ah, ça c'est très difficile, hein. Moi je suis pas dans le premier cercle, donc je peux pas répondre à cette question. Et il y a que ceux avec qui ils ont travaillé régulièrement qui pourraient le dire. Je sais pas quels sont les ressorts entre les deux. Thomas est présenté comme quelqu'un de très maniaque, qui connaît très bien le fonctionnement de toutes ces machines. Guy Manuel comme celui qui est assis dans le canapé et qui donne son avis tranché une fois de temps en temps. Ensuite, ils ont fait des albums tellement différents entre Random Access Memories où ils ont fait intervenir énormément de compositeurs, de guitaristes, de chanteurs, et Homework qu'ils ont fait tout seuls dans leur chambre. Ça n'a rien à voir. Homework sort en 1997 avec 4 singles: Daft Punk, One the World, Revolution, Burnin', Revolution 909 hein, et Burnin'. Que pouvez-vous nous dire sur cet album, ce premier album que vous avez écouté vous à l'époque? Bah, Homework, moi je pense que c'est l'album qui restera, qui aura marqué l'histoire des musiques électroniques. Vraiment, il est en tête de quasiment tous les classements des meilleurs albums de dance dans la presse anglo-saxonne. Et je pense qu'in fine, c'est vraiment le plus grand album des Daft Punk. C'est un album assez incroyable, avec énormément d'effets, beaucoup de surprises. C'est un album de fusion qui digère beaucoup de musique. Il y a de la jungle, il y a de la funk, il y a de la techno, il y a du rock. On trouve de tout ça dans Homework, et pourtant ils ont réussi à avoir une unité de production. Il n'y a jamais de trop plein, c'est jamais vomitif, c'est très lourd et très fin à la fois. Et c'est un album qui va faire la passerelle entre les raves et les clubs. Voilà, entre Rolling et Scratching et Around the World. Voilà, on passe d'un monde à l'autre au moment où justement les raves commencent à perdre un peu de leur superbe, et où tout ce petit peuple de la nuit finit par se retrouver dans les clubs avec d'autres sonorisations, des DJ qu'on voit mieux, des jeux de lumière et des morceaux un peu différents. Alors on va écouter Thomas Bangalter qui revient sur les critiques de ce premier album sur Arte Radio. Pour revenir aux critiques, dès la sortie de notre premier album, ça va faire 13 ans, on a tout de suite été blacklisté comme la mort de la techno underground qui signe avec le diable, les maisons les majors, etc. Et pour ensuite que les idées changent et que on se dise le premier album c'était le vrai l'acte fondateur de la techno, de la French Touch, etc. Est-ce que c'était vrai ça, que quand le premier album sort, c'est entre guillemets mal vu par une certaine frange de l'électro à ce moment-là, peut-être à cause aussi du côté un peu waouh, de la somme qui avait été déboursée par Virgin, par tout ça? Il y a eu des critiques très dures. La presse française, par exemple, est passée à côté de cet album.
ce qui est quand même incroyable en soi. Donc il y avait eu plusieurs pages dans les Inrecuptibles où il s'en prenait à cet album qui pourrait servir de bande-son pour le porno d'M6 le dimanche soir, et vraiment une critique au vitriol. Donc la presse est passée à côté. J'imagine ensuite que dans le milieu indépendant, underground des raves, certains ont vu d'un mauvais œil que cet album soit signé chez une major, que voilà, un grand renfort de clips et de promotion il soit mis en avant. Mais après, le plus important quand même, c'est que ça a fait plaisir à beaucoup de gens, que les gens se l'arrachaient en vinyle chez les disquaires, que ça s'est tout de suite très bien vendu, que ça a trouvé son public, et que voilà, qu'il faut quand même... on fait de la musique pour que des gens se retrouvent dans cette musique, et là ça a été immédiat, quoi. Comment ils se positionnaient, des gens comme Laurent Garnier ou Étienne de Crécy, qui étaient déjà un peu plus âgés, je crois, que le duo. Comment ils se positionnaient vis-à-vis de Daft Punk? Bah, Garnier, vis-à-vis de cette scène, ça a été un peu étrange pour lui, parce que lui, il avait 10-15 ans de plus que tous ces mecs, et il a bourré le terrain depuis longtemps, à Manchester, en France, à Dijon, un peu partout. Il était, lui, vraiment plus techno, hein. En 93, il fait Crispy Bacon, qui est devenu un hymne techno à travers le temps, beaucoup plus dur, rien à voir avec la French Touch. Il a fait des albums de techno pas évident à cette époque, donc c'était un peu le puriste de la scène techno. Il avait des sets, c'était un vrai DJ, contrairement à Étienne de Crécy ou au Daft Punk, qui ont passé des disques mais qui n'ont jamais été de grands DJ. Enfin, Étienne de Crécy il est devenu ensuite, mais plus tard. Donc lui, Garnier a toujours regardé ça un peu de loin. Ça n'a pas été évident pour lui de voir toute cette scène exploser, de mecs plus jeunes que lui, qui faisaient pas exactement la même musique, mais qu'on le rattachait un peu à lui parce que on foutait l'étiquette French Touch à tort et à travers. Son label FCOM était quand même le premier label français à avoir connu un certain succès, donc ça a été, je pense, un peu bizarre pour lui dans les premières années. Étienne de Crécy, c'est différent parce que pour le coup, il était vraiment, lui, complètement dans cette French Touch, pote avec R, avec Alex Goffer, venant de Versailles, lui aussi très enclin à soigner ses pochettes d'albums, tout l'aspect visuel qui accompagne cette musique. Et puis c'est vrai que R, Étienne de Crécy, Alex Goffer, Cassius, il y a une vraie unité quand même sonore, ces samples... discoisant, ces basses funky, de la house, ces titres dansants. Donc là, il y a une vraie unité. Donc c'est très différent pour lui. Alors, on continue dans le documentaire Daft Punk Unchained. On va écouter le témoignage de Michel Gondry, parce qu'il y a déjà un art du clip dès le début, en fait. Il y a deux clips très importants. Il y a Daft Punk qui a été réalisé par Spike Jonze, donc le réalisateur de Qui veut la peau de John Malkovich, et enfin c'est pas Qui veut la peau, c'est Dans la peau de John Malkovich et Her de Roger Rabbit. Voilà. Donc Her et Dans la peau de John Malkovich. L'autre grand coup de génie, c'est d'avoir fait appel à Michel Gondry, qui réalise le clip One the World, et c'est d'ailleurs là qu'apparaissent les premiers robots dans Daft Punk. On va écouter le réalisateur en parler. Il se remémore cet acte de création. Je les avais rencontrés dans une chambre d'hôtel à Londres. Je me souviens être assis sur le lit, puis eux assis sur des chaises. Et j'aime pas arriver avec une idée avant de parler avec le groupe. Parce que je veux pas être à côté de la plaque et commencer à me creuser la tête sans avoir eu un contact. Donc je discute toujours avec le groupe avant de proposer quoi que ce soit. Je crois que c'est Guy Manuel qui a lancé l'idée d'une chorégraphie. Chorégraphie. Et j'ai demandé à Florence Fontaine, ma styliste, on n'avait pas beaucoup de budget, et de me fabriquer des robots. Donc elle a pris des casques intégraux de moto. Elle a rajouté 2 antennes. Et puis ils avaient une visière qu'on avait recouverte de vénilia à demi-transparent. Moi, il me semble que c'est la première fois qu'ils aient porté un casque, ou peut-être que l'idée leur est venue
à eux de porter le casque et que je me suis adapté. Mais il me semble que j'ai proposé le casque pour faire Robocop. Donc c'était Michel Gondry dans le fameux documentaire Daft Punk Unchained qui raconte le début où les robots vont naître. D'où vient cette envie de se cacher le visage qui arrive très tôt, puisqu'on voit des interviews, il y a même une interview avec ils ont un sac noir sur la tête. Ça vient d'où cette envie de rester dans l'anonymat? Oui, très vite, ils apparaissent masqués. Alors, pas les masques qu'on connaît d'eux les plus récents, mais des masques qui changent à chaque interview, dans la presse anglaise notamment. Je pense que, sincèrement, ils voulaient pas être reconnus dans la rue. Ils n'avaient pas envie de ça et que, voilà, ils se disaient bien qu'ils allaient peut-être avoir une carrière et qu'il fallait se protéger dès le départ. Ensuite, il y a une vraie tradition dans le mouvement techno avec ça, puisque Underground Resistance aussi apparaissait avec une cagoule ou avec un masque pour pas qu'on les reconnaisse. Ça répond à l'envie de mettre la musique et les arts graphiques en avant, que de voir sa tronche, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà. C'est ça. Mais à l'époque, c'était innovant. Parce que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'on étudie votre livre, on se rend compte aussi que, quand même, ils étaient à la pointe de plein de choses qui sont devenues maintenant normales, mais à l'époque, on faisait pas vraiment ça. Ouais, c'était innovant, et puis en même temps, comme toujours avec les Daft Punk, ça avait déjà été fait avant. Underground Resistance l'a fait, sans doute le plus grand groupe de techno de l'histoire. Ils l'avaient déjà fait, et les Daft Punk l'ont refait à leur sauce. Il y a beaucoup de choses que les Daft Punk ont refait à leur sauce avec génie. D'ailleurs, dans le documentaire Daft Punk Unchained, on va écouter le témoignage de l'ancien manager des Daft Punk, Pedro Winter, qui est aussi le créateur du label Headbanger, et qui raconte cette transformation en robot. Puis on enchaîne directement avec Tony Gardner, qui est l'homme qui a designé les fameux masques. Et enfin, Jean-Daniel Beauvalet, qui est rédacteur en chef des Inrock, et qui explique qu'est-ce qui se passe au moment où les Daft Punk commencent à se cacher derrière des masques de robots. Le groupe avait une fascination, notamment Thomas. J'espère que je ne vais pas dévoiler un secret, mais pour le bug de l'an 2000. Comment expliquer que Thomas et Guiman, en 99, c'est deux mecs qui se mettent des masques et que le 1er janvier 2000, ils deviennent des robots? Et ben ça, c'est le fameux bug de l'an 2000. En tout cas, c'est comme ça qu'on a tenté de l'expliquer aux journalistes. Ils étaient en studio et puis à minuit, il s'est passé quelque chose et Thomas et Guiman se sont transformés en robots. Là où Thomas et Guiman ont eu la bonne idée, je trouve, c'est de simplifier le robot. Et donc le robot est arrivé en cuir noir. Ils avaient un pied dans Mad Max et un pied dans Tron. Voilà donc le procédé qu'on a utilisé pour créer les casques de Thomas et Guy Manuel. Une fois que le plâtre est posé, on sépare les deux parties et on vient très délicatement retirer l'alginate du visage. Il faut vraiment se montrer délicat pour ne pas le casser. C'est comme ça qu'on a fait pour Daft Punk à l'époque. Et il a fallu faire la même chose pour les deux membres du groupe. C'était très compliqué de respirer, surtout pour Guy Manuel, parce qu'il n'y avait pas de place pour le nez. Il a fallu installer une déviation pour lui permettre de respirer à l'intérieur, puis mettre toutes les LED, le mécanisme et enfin le casque lui-même. On ne voulait pas que ce soit trop volumineux et que ça fasse l'effet d'une grosse tête sur un petit corps. Alors, on a eu l'autorisation d'affiner le design et de resserrer le tout autour de sa tête. Quand on s'est rencontrés, ils nous ont expliqué qu'ils étaient en train de réaliser une série de vidéos pour leur album. Mais qu'en fait, chaque vidéo constituait une partie d'un véritable long métrage d'animation. Ils travaillaient dessus à Tokyo. Et ils voulaient collaborer avec nous pour déterminer le design de leurs personnages. Ils voulaient que ce soit dans ce film qu'on les découvre pour la première fois sous les traits des deux robots. Dès 2001, on ne parle plus à deux jeunes mecs qu'on a connus dans les magasins de disques, on parle aux robots. Ça a été sidérant sur la dernière interview que j'ai faite avec eux. Je pense qu'on a parlé pendant 2 ou 3 heures. Et je crois que jamais Thomas n'a utilisé le jeu. C'est quand même dingue. La première personne du singulier n'existe plus. Elle est complètement gommée. Ils sont Daft Punk. C'est là où on rentre un petit peu dans la science-fiction, progressivement avec les Daft Punk. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces témoignages, et surtout cette espèce de changement de personnalité ?
Bah, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le deuxième album va être un projet complètement global, qui n'a strictement rien à voir avec le premier, donc ça va décevoir pas mal de gens qui espéraient avoir la suite de Homework et un nouvel album techno. Discovery n'a rien à voir avec ça, il est accompagné donc d'un long métrage, Interstellar 55, qui est réalisé par Leiji Matsumoto, donc le réalisateur d'Albator. Donc voilà, les Daft Punk commencent à éclore comme les Daft Punk avec cette part enfantine toujours importante chez eux. Albator, donc c'est les années 80 qui font remonter dans les années 2000. Ces personnages de robots, eux aussi très 80s, qu'ils inventent et à qui ils commencent à donner une histoire. Et puis la musique, quoi. Dans Discovery, il digère Michael Jackson, il digère Supertramp, il digère de nouvelles influences qu'on leur connaissait pas et qui n'apparaissaient pas dans Homework. Voilà, il y a beaucoup de choses dans Discovery, surtout ce qui est frappant, voilà, c'est ce côté projet global. Ils inventent une carte de club qui est livrée avec le CD, qui permet d'accéder à une plateforme web sur laquelle on trouve de nouveaux morceaux, etc. Donc il y a vraiment l'idée d'un projet global. On va y revenir un peu plus sur Discovery. Avant tout, je voulais vous faire écouter une petite interview de Thomas, toujours sur Arte Radio, qui analyse finalement les robots et qu'est-ce qu'il voulait faire avec les robots. On pourrait peut-être faire une comparaison avec certains écrivains ou certains réalisateurs où il y a une réelle séparation physique entre la personne qu'ils sont et le travail et ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que d'une certaine façon, les deux robots, la virtualité de ce groupe dont on est les créateurs, les acteurs, les marionnettistes, a un parcours aujourd'hui effectivement relativement exceptionnel et important, mais on le sépare totalement de notre personne en fait. Et les membres du groupe, dans ce sens-là, les robots font partie comme ça de cette virtualité et de l'œuvre elle-même, mais c'est pas nous. Et on a juste vraiment l'impression d'être aux commandes. On fait souvent le rapport finalement avec le magicien d'Oz, où on a ce petit bonhomme dans la cabine qui touche et il y a comme ça ce focus sur le magicien d'Oz. Quand on a fait nos tournées, la dernière tournée qui a 50 ou 60 000 personnes devant la pyramide de lumière avec deux robots, nous on est juste comme le petit bonhomme qui actionne comme ça ces manettes. Comment ils sont en termes de personnalité, les deux garçons? Oh, ça, j'aurais pas la prétention de répondre à cette question. Moi, je les ai croisés quelques secondes dans ma vie chacun. Ils m'ont jamais donné d'interview. Donc ça, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans toute leur œuvre transparaît une certaine nostalgie de leur enfance et de ce qu'ils ont pu regarder. On l'entend dans cet extrait. À l'époque, ils ont bouffé beaucoup de télé et beaucoup de films à cette époque-là. Quand ils étaient à Carnot, ils regardaient beaucoup de films tous les deux ensemble. Et ça se sent. Il y a cette mélancolie pour l'enfance, l'adolescence, qui imprègne toute leur œuvre. On le voit dans des clips, je pense à Stardust, Music Sounds Better With You avec un gamin. C'est vraiment des choses qu'on voit, qu'on sent un peu partout, et notamment dans Discovery, et dans le fait de faire appel à Leiji Matsumoto, et donc un réalisateur de dessins animés, pour faire un long métrage quand même, qui dure plus d'1 heure. Interstellar, ils ont engagé toute leur fortune de l'époque là-dedans. Ça leur a coûté 4 millions de dollars. Voilà, c'était un projet complètement fou et très, très enfantin. De ce que j'ai pu lire ou entendre en interview, on sent qu'ils sont aussi
quelque chose lié au contrôle aussi de leur œuvre. Il y a dans le documentaire quelque chose qui est dit très intéressant, ou notamment sur la drogue, où en fait Thomas ne se drogue pas parce qu'il veut pas perdre le contrôle. C'est intéressant quoi, quand où il veut pas il veut pas ne pas perdre le contrôle de ce qu'il fait pendant qu'il est en train de jouer. Vous racontez une anecdote assez savoureuse avec Bob Sinclair, notamment sur des affaires de droit liées à une musique que Thomas avait commencé à faire et que Bob Sinclair a voulu reprendre. Et donc le deal tourne plutôt mal entre les deux, mais on voit quand même que ça rigole pas vraiment et qu'on peut aussi dégainer des avocats assez rapidement aussi. Donc il y a aussi, on sent qu'il y a quand même une envie de contrôle de leur œuvre et de tout contrôler de A à Z, que ce soit dans la production, et vous le dites aussi dans votre livre, ils font les albums avant de le présenter à des maisons de disques. Donc il y a quand même une envie de pas être influencé ou de pas être bloqué par que ce soit une maison de disques ou par d'autres types de problèmes. Bah en fait, d'un côté, il y a un côté contrôle fric très fort. Donc oui, on finit Homework avant de le faire écouter aux gens de Virgin. On s'entoure d'avocats alors qu'on a 19 ballets pour signer le premier contrat. On décide de tout ce qui a trait à l'univers graphique du groupe, de près ou de loin. Il y a ça, et en même temps, ils sont capables de donner un morceau comme ça, sur un coup de tête. C'est ce qui s'est passé quand Thomas a fait Gym Tonic pour Bob Sinclair, même si finalement il s'en est voulu après. Guy Manuel a travaillé pour Kavinsky, voilà, lui a donné quasiment un morceau, en tout cas c'est la légende à Paris. Donc il y a une espèce de générosité et de côté, on s'en fout sur certains aspects, et puis de l'autre, contrôle fric complet, maniaque parfois, sur d'autres aspects. Ouais. Et là, on va écouter un autre extrait de Daft Punk, One More Time, la chanson sûrement la plus connue, enfin une des plus connues. One more time. One more time. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, don't stop the dancing. One more time. Alors, c'était un extrait de One More Time, le titre phare de Discovery. Vous analysez cet album dans le chapitre fin de la parenthèse Enchanté, et je vais vous citer page 160. Les Daft nous emmènent dans un voyage un brin mégalo. Les Daft s'attaquent à un tabou, la musique des années 1980 en 14 morceaux, 61 minutes de pop house étudiée, aussi déroutante que novatrice, travaillée au couteau pendant près de 3 ans. Pourquoi, pour vous, c'est un brin mégalo cet album ? Parce que c'est un projet global, qu'il faut appel à un réalisateur, qu'il y a une carte qui vient avec le CD, qui offre un accès à une plateforme sur laquelle ils vont venir verser de nouveaux contenus. Donc il y a une volonté quand même d'inventer le business qui va aller avec Internet et l'arrivée d'Internet dans le monde musical. Les clips sont pas des clips comme on a l'habitude de les faire, puisque c'est des parties découpées du long métrage Interstellar.
parce qu'il y a beaucoup de références musicales de Supertramp à AC/DC dans leur album, parce qu'ils n'ont pas du tout fait la suite de Homework qu'attendaient leurs fans, et qu'ils ont fait un album qui n'a rien à voir avec, par exemple, One More Time, qui est beaucoup plus commercial, qui peut ressembler à du Cher vocodé, et donc qui n'a rien à voir avec Rolling et Scratching, pour toutes ces raisons. Est-ce que ça vous avait plu à l'époque quand vous avez écouté l'album ? Moi, ça m'a surpris et ça m'a plu très rapidement. Enfin, moi, One More Time, je l'ai beaucoup écouté, mais ça m'a surpris, ouais. Dans ce chapitre fin de la parenthèse enchantée, quand même, Discovery, ça a l'air de faire bouger pas mal le monde de la French Touch. Oui, alors est-ce que c'est Discovery, c'est tout à fait possible, ou est-ce que c'est concomitant, on ne saura jamais, mais c'est une période où beaucoup de producteurs arrivent avec des morceaux de producteurs français qui se répètent beaucoup. C'est l'époque où Mojo cartonne avec Lady, où on a l'impression de toujours entendre les mêmes morceaux de 3 minutes 30, 4 minutes, avec des boucles, de la house funky, et on a l'impression d'entendre des trucs qu'on a déjà entendus 100 fois. Beaucoup de gens essayent de refaire du Daft Punk, il y avait vraiment des groupes dont c'était devenu la spécialité, et les Daft Punk ferment un peu cette parenthèse avec Discovery en disant voilà, on est parti sur autre chose, fini Homework et ses enfants, on se lance dans une nouvelle aventure. D'ailleurs, Thomas Bangalter explique et fait une petite analyse de lui, son travail sur Discovery et le rapport qu'il a avec l'album. C'est compliqué le regard qu'on peut avoir sur Discovery, c'est de loin le disque qui a nécessité le plus de travail, le plus de temps et le plus de précision qu'on ait pu faire à un moment où la musique était dans un état aussi différent, où on a pu faire une œuvre audiovisuelle, l'attacher avec un dessin animé, de faire tous les morceaux en clip, enfin, dépenser énormément d'argent aussi autour de ça, et c'est un peu notre Cléopâtre Discovery dans cette idée-là au niveau du disque. Je pense pas qu'on sera de nouveau dans le même état d'esprit, ou dans la même volonté de passer autant de mettre autant de temps et autant d'énergie dans un seul projet, en fait, qui nous a pris à l'époque presque 4 ans. Et pourtant, là, l'interview était en 2009, et pourtant, il y a eu Random Access Memories, qui est peut-être plus fou, mais... Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est marrant d'entendre ça aujourd'hui, parce que finalement, ils vont quand même le refaire, leur projet fou, monumental, très ambitieux, un peu mégalo. Il n'y aura pas eu que Discovery, il y aura eu aussi leur 4e album, Random Access Memories, l'idée de faire jouer des musiciens de Michael Jackson, de faire appel à Nile Rodgers, au grand nom, de finir sur scène avec Stevie Wonder, voilà, ils l'auront eu finalement. Alors le 3e album aura été un peu un album fait rapidement, mais il n'y aura pas eu que Discovery dans les œuvres monumentales. Alors vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est un film, il y a eu Interstellar 5555, qui est un film réalisé par Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, alias Captain Harlock. Évidemment, je sais qu'il y a des fans d'Albator sur le podcast, donc on laisse les Daft Punk expliquer. En 2003, ils étaient invités sur M6, leur rencontre avec Leiji Matsumoto. Donc on a voulu directement attaquer la musique en écrivant en même temps une histoire et en essayant de trouver par la suite l'image qui collerait à l'ensemble. Donc on est parti de 2 morceaux qu'on avait commencé à faire, c'est One More Time et Too Long, le premier et le dernier morceau de l'album. Et en fait, il a fallu remplir les espaces musicaux et au niveau de l'histoire entre ces 2 morceaux. Et petit à petit, en travaillant sur l'album et sur le script, on s'est rendu compte que l'image idéale qui aurait collé à toute l'histoire était plus le dessin animé que le film. Et petit à petit, de fil en aiguille, on arrivait au manga et à peut-être au dessin animé qu'on préférait le plus, donc Albator à l'époque, quand on était petit.
Et après avoir essayé de contacter Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, une première fois, on allait au Japon pour voir des boîtes de production qui ont fait Ghost in the Shell, par exemple Production IG ou Gainax ou quelques autres. Tatsunoko qui avait fait la bataille des planètes, pour ceux qui s'en souviennent, quand on était tout petit. Donc on a vu toutes ces sociétés très réputées là-bas. Et c'est après avoir fait le tour de ces boîtes de production que Leiji Matsumoto est revenu vers nous et a bien voulu nous donner un peu de temps pour qu'on lui explique notre projet. Et à partir du moment où on écoutait l'album tous les trois, en fait, il est assez simple. Donc il a simplement réagi à la musique positivement, en disant que ça lui, malgré le côté techno et la différence d'âge et la différence de continent, tout ce qui pouvait nous séparer, la musique a fait qu'il a bien réagi et qu'il a donné le feu vert au projet à partir de ce moment-là, quoi. Et vous avez réagi comment? Vous y attendiez? On a pleuré, on se lève les mains. C'était les Daft Punk qui racontaient sur M6 comment ils avaient commencé et comment ils avaient surtout imaginé Interstellar 5555 avec Leiji Matsumoto. Arrive ensuite Human After All, et vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Pourquoi ce troisième album ne marche pas? Alors c'est sans doute l'album qu'ils ont fait le plus rapidement, on ne saura jamais les dessous de cet album. Certains disent que c'était un troisième album pour en finir avec leur contrat. C'est sans doute l'album le plus bâclé, avec le moins de hits, ça c'est sûr, qui a connu le moins grand succès commercial et qui pourtant n'est pas complètement neutre parce que là encore ils vont montrer la voie à toute une génération d'artistes qu'on va voir, notamment de ceux qui ont signé chez Headbanger de Pedro Winter, qui vont s'engager dans une musique électronique moins chiadée, plus noisy, plus forte, plus fait pour bouger en rave, plus dark aussi. Donc voilà, c'est un album qui a son importance, mais qui est sans doute celui qui leur a demandé le moins de travail et qui est le moins ambitieux. Alors c'était un extrait de Roborock, qui est un des titres de l'album Human After All, le troisième album des Daft Punk. Et il va y avoir une forme de traversée du désert, mais il va y avoir aussi une renaissance, vous l'expliquez aussi, grâce à un formidable live à Coachella. Il y a une pyramide dans le désert, on entendait Thomas en parler tout à l'heure. Comment analysez-vous la DA, donc la direction artistique et la communication de ce groupe qui révèle souvent du génie, parce que ils ont quand même réussi à faire en sorte que ce live devienne totalement mythique. Oui, bah c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que ce ne sont pas seulement des gens très talentueux dans le domaine de la musique, mais que ça aurait fait des grands DA dans d'autres domaines. Ça a toujours été présent chez eux, ils ont toujours voulu avoir une ambition graphique, que ce soit pour les pochettes, les dessins animés, pour la présentation de leur live. Ils ont beaucoup innové, la pyramide a été beaucoup reprise. Tout ce qu'ils ont fait avec live et la pyramide a été pas mal copié ensuite. Coachella, c'est encore d'autres choses qui rentrent en jeu, c'est que ce sont des petits génies du marketing et du teasing, donc ils auront réussi aux États-Unis notamment à faire monter l'envie, la hype Daft Punk avant leurs albums, avec un sens vraiment inné de la communication et un sens inné du teasing.
Est-ce que vous étiez à Coachella pour ce live? Ah, non, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément un spécialiste de la science-fiction, mais quand même, je vais vous poser la question, comment vous analysez, vous percevez la science-fiction chez Daft Punk, avec soit les clips, soit les photos, soit les pochettes? Alors là, vous me posez une colle. Je suis vraiment une bille complète en matière de SF. C'est un univers que je connais pas du tout. Je sais pas du tout. Bah, ce que je peux vous dire, c'est que ils se sont grimés en robots, qu'ils ont fait la BO de Tron Legacy, que dans les dessins animés, ils ont fait appel à la science-fiction, dans les dessins animés d'Interstellar. Et que c'est un univers, comme beaucoup de gens d'ailleurs de ma génération, de leur génération, qui leur parle beaucoup. J'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses en matière de SF dans les années 80, d'assez mythique, et que voilà, comme ils ont beaucoup digéré les années 80, et sans forcément prendre de recul, de snobisme, contrairement à d'autres, forcément il y a de la science-fiction dans leur œuvre. Est-ce que vous avez vu le film Electroma, qui est un film d'auteur et qui est finalement de la SF, qui est assez bizarre comme film. On a l'impression de voir des fois THX de George Lucas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui est sorti en plus dans l'anonymat un peu total, et les gens oublient d'ailleurs qu'il y a un film que les Daft Punk ont réalisé? Oui, bah alors moi, pour être franc, j'en avais plus beaucoup de souvenirs au moment où ils ont annoncé leur séparation en reprenant un extrait du film qui dure 6 minutes, où ils se font exploser. Et c'était vraiment une œuvre, c'est un ovni ce film, très étrange. Moi qui suis pas un adepte de science-fiction, je suis un peu passé à côté. Après, moi j'ai regardé ça d'un œil curieux parce que ça m'amuse de voir ce qu'ils ont à proposer, et que voilà, ils font toujours très attention à ce qu'ils font, donc c'est jamais fait par-dessus la jambe, mais ça se voit dans ce film. Après, est-ce que je suis pas sûr que c'est une œuvre cinématographique qui va rester. Alors ça tombe bien parce que Thomas Bangalter a parlé de la science-fiction toujours sur Arte, et c'est hyper intéressant. Je vous ferai réagir après sur ce qu'il dit. On n'a pas vraiment eu de réflexion sur le futur et sur la science-fiction, à part l'idée aujourd'hui de se dire voilà, on est dans la science-fiction, ou on est dans le futur déjà, et le futur c'est pas dans 5 ans ou c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Mais il y a 20 ans on se posait pas cette question-là. Mais c'est vrai que pour revenir au concert qu'on a fait il y a 2 ans et 3 ans, d'être comme ça, de faire des spectacles dans le désert avec une pyramide de lumière et des dizaines de milliers de gens autour et des robots dessus, et pas des humains justement, mais c'est presque comme on est presque dans un film de science-fiction ou dans un jeu de rôle comme ça, où le public sont les acteurs eux-mêmes d'une sorte de cérémonial futuriste et technologique, mais qui peut avoir lieu aujourd'hui, et qui est chorégraphié de la même façon que n'importe quel cérémonial peut l'avoir été. Donc il y a cette idée de jouer avec les concepts de science-fiction qu'on peut avoir aujourd'hui, mais finalement aujourd'hui on prend son téléphone portable tactile et on le regarde, on est aussi dans la science-fiction comme ça. Et c'est vrai que encore plus encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer il y a 20 ans ou 30 ans peut-être. Mais on se posait pas vraiment la question à 13 ans, je pense. On est relativement beaucoup plus dans le présent et dans l'imagination et la création de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui plutôt que qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça reste une inconnue qu'on n'a pas vraiment envie de mettre en avant. Stéphane Jourdain, une réaction sur ce que vous avez entendu? Bah oui, je pense que voilà, on sent à quel point ils ont pu être pétris par les années 80, par la guerre des étoiles, le désert, les robots, voilà, ils ont digéré tout ça, ça les a influencés, et ils ont pas ce que je disais tout à l'heure, ils ont pas de snobisme par rapport à ça, quoi, ça fait partie de leur histoire. Eux expliquent qu'ils n'ont pas d'appétence particulière pour les années 80, mais que c'est juste les années où ils étaient gamins, et que donc forcément ça se retrouve dans leur œuvre.
Alors après Coachella, les Daft Punk vont travailler avec Disney sur Tron Legacy. Alors ça paraît assez amusant de voir qu'un groupe qui est quand même très à cheval, qui contrôle tout, s'allie avec peut-être une des plus grosses firmes qui pareil contrôle tout de son côté. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de la sono de Tron Legacy? Je pense que c'est une œuvre musicale qu'il faut voir avec le film, contrairement à Discovery qui peut s'écouter sans regarder le dessin animé. Donc c'est très Daft Punk, il y a des nappes, il y a un travail sur le son qui est intéressant, c'est pas quelque chose qu'on écoute pour danser. Est-ce que c'est quelque chose qu'on écoute dans son salon sans voir l'image? J'en suis pas sûr. Mais il y a un travail, on retrouve les bases des Daft avec ces sons, ce travail sur le son, ces nappes, ces boucles. Et pour ceux qui ont un attrait pour la science-fiction et pour ce film, j'imagine qu'on s'y retrouve. Ouais, et en même temps, le film a été surcritiqué quand il est sorti parce qu'on perdait le côté poétique du premier Tron. Et quand on le revoit maintenant, c'est assez marrant de voir donc Tron. On a fait un podcast d'ailleurs sur le film qui est à la base de beaucoup de choses et notamment de tout ce qui est image de synthèse. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de déception devant ce film qui a pas forcément beaucoup marché. Mais en tout cas, moi je me rappelle, et ça ne regarde que moi, mais les parties avec les Daft Punk à l'intérieur du film, j'avais trouvé ça très sympathique. Et ça m'avait amusé. Et je trouve la chanson qu'on va écouter maintenant plutôt sympa. Alors impossible de se quitter sans parler de Random Access Memories, album qui est assez incroyable. Si vous aimez le disco et la pop, il y a entre Nile Rodgers, le mythique créateur de The Chic, Giorgio Moroder, Paul Williams, le méchant de Phantom of the Paradise, qui est le film préféré des Daft Punk, une certaine harmonie, une certaine symbiose. Comment vous analysez ça, Random Access Memories ? C'est vraiment retour vers le futur, quoi. On était dans le passé, on vous a raconté le futur avec Homework. Maintenant, on va faire le contraire. On est dans le futur, on va vous raconter le passé. Donc, Nile Rodgers, c'est les années 80. Ces riffs de guitare basse, de guitare de basse, de funk. C'est la côte californienne, la pop californienne. C'est vraiment un album très américain qui digère beaucoup de cette scène américaine. Voilà, retour vers le futur. Est-ce que ça vous a plu comme album, outre le fait qu'on a entendu Get Lucky pendant de longs mois à répétition ? Ah ouais, moi j'ai trouvé, j'étais hyper content, on attendait énormément parce que le troisième album était moins réussi, il datait d'il y a 7 ou 8 ans, on attendait énormément de cet album, il y avait eu un gros teasing sur Nile Rodgers, Panda Bear, etc. Moi j'ai trouvé que c'était génial, vraiment Giorgio Moroder, moi ça me parle vachement d'avoir fait cette espèce de phase B de Midnight Express, c'était topissime, Instant Crush, grand titre. Il y a beaucoup de choses à garder, très peu à jeter sur cet album. En termes de production, j'ai cru comprendre qu'ils avaient travaillé un peu différemment. C'était beaucoup plus peut-être léché. C'était pas la même production que les autres albums. Oui, je pense qu'il y a plus d'instruments, il y a plus d'analogiques, il y a plus de studios. Sur Giorgio Moroder, des gens qui ont participé à l'album racontent à quel point ils utilisaient des micros différents
pour chaque phase du morceau, donc des micros des années 70 quand Giorgio Moroder parle de ses débuts, des micros des années 90 ensuite quand il parle des boîtes, etc. Et que ça fait des différences qu'on n'entend pas à l'oreille comme ça, mais que eux ont pu ressentir. Donc il y a encore une fois un travail sur le son très fort. Quelqu'un me disait, ils en ont eu marre de payer des samples super chers pour réutiliser la musique des autres, donc là ils ont préféré payer très cher pour avoir les musiciens et avoir Nile Rodgers. C'est un peu ça aussi, Random Access Memories, c'est que tout d'un coup ils ont Pharrell Williams, des très grandes stars de la musique qui composent directement pour eux, quoi. En termes de clips, c'est assez fascinant puisqu'on se souvient de ce clip où ils sont en costume scintillant. Il y a un côté très aristocrate finalement de la musique chez les Daft Punk, que ce soit avec ces photos en noir et blanc où ils sont en costume, que ce soit ces photos aussi pour le groupe The Weeknd où on les voit avec les capes. Il y a un côté, en termes d'image, il y a ce côté un peu aristo de l'électro, quoi. Ouais, et puis ils sont en haut de la pyramide quand le bas peuple, le tiers état est en bas dans la fosse. Je sais pas, je pense que de toute façon, à partir du moment où vous avez une ambition comme ça sur un projet global, graphique, musical, marketing, forcément il y a une espèce de prétention et de hauteur. Vous pouvez pas y couper parce que sinon vous faites les choses différemment et vous les faites pas à pas. Quand vous sortez un album avec un dessin animé de plus d'1 heure qui l'accompagne, il y a forcément quelque chose qui relève de ça. Ça transpire dans toute leur œuvre, ouais. Alors on va écouter un morceau, un live qui ouvre le fameux, qui ouvre d'ailleurs votre livre, votre prologue, puisque c'est le fameux live au Grammy Award, un live assez incroyable où se mélangent des samples de The Chic avec Nile Rodgers, d'Another Stars de Stevie Wonder. Il y a donc Omar Hakim qui est le batteur de Bowie aussi, on oublie, mais c'est le batteur de David Bowie qui est aussi présent. Voilà, moi j'avais vu ce live donc en différé. Et j'avais vraiment des frissons, je pense que comme beaucoup de gens qui aiment le disco et qui aiment la soul avec Stevie Wonder. To get lucky, we're up all night to get lucky. 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 La 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 la. La 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 la. Through my eyes, the light of you is all I see. We're up all night to get lucky.
Voilà, c'était le fameux live des Grammy Awards, qui est un live mythique. 5 Grammys. Est-ce que c'est la consécration pour la French Touch? Mais est-ce qu'il y a encore de la French Touch? Ah, c'est la consécration pour les Daft Punk. Je pense que là, ils sont vraiment sur le toit du monde. Ils referont jamais ça. C'est quelques minutes de live. On en reparlera dans 50 ans. C'est vraiment la méga boom. Dans le public, il y a Paul McCartney, il y a Beyoncé, il y a Jay-Z. Tout le monde est debout, la main en l'air. Donc c'est extraordinaire. Plus personne ne refera jamais ça. Enfin, plus personne en France ne refera jamais ça. Que de chemin parcouru depuis Patricia Cass, Jean-Louis Aubert et Téléphone, quoi. C'est vraiment ça qui est marquant. La French Touch, c'est difficile de continuer à en parler à cette époque-là, 2013, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a encore des artistes français, évidemment, qui proposent des choses. Yuxek, une autre génération de types. Étienne de Crécy est toujours là avec ses lives. Donc il y a encore des choses, mais il n'y a plus cette unité musicale et puis cette espèce de coup de fouet productif avec des choses qui arrivent de partout en France au même moment. Mais en tout cas, oui, si on devait retenir une échelle de date très large pour la French Touch, ça commencerait en 97 avec Homework et ça se finirait en 2012-2013 avec ces Grammys. Vous racontez d'ailleurs que ce live a été assez compliqué, je crois. Ils n'étaient pas sûrs d'y arriver. Oui, il a failli pas se faire. Il y a eu pas mal de merde. Stevie Wonder qui a eu du mal à se remettre d'une soirée avec Michelle Obama, qui a failli annuler sa venue à Los Angeles parce qu'il était sur la côte Est. Quelques minutes avant le live, il y a eu des problèmes de décor. Voilà, c'était un gros show avec des décors qu'il a fallu mettre en place, des trucs qui se sont montés à l'envers. Et DJ Falcon me raconte un peu les coulisses de tout ce bousin. In fine, tout s'est très bien passé. C'est aussi les années voilà, où Facebook commence à prendre beaucoup de puissance. Donc des séquences vidéo de 3 minutes, 4 minutes, comme ça, elles s'échangent en dehors des grands networks et des grandes chaînes de télé. Elles vivent leur vie de façon virale sur Internet. Et les Daft Punk en profitent à plein. Et c'est une séquence, je sais pas combien de millions d'habitants de la planète Terre ont vu ces minutes de live, mais on était quelques-uns, quoi. Ce qui est intéressant, et vous le dites aussi, c'est que le gouvernement français récupère évidemment le succès de franchises qui ont jamais trop été cocorico finalement, et vous le dites un petit peu, il y a toujours eu une ambition internationale, mais finalement assez peu d'ambition locale. Ils refusent, et vous le dites, d'aller à aux victoires de la musique, puisque c'est un peu le show du pauvre, entre guillemets, aussi. Comment ça se fait que finalement Daft Punk est peu touché par la France à une vision plutôt globale en fait, et pas locale? Bon, ils ont toujours été très citoyens du monde. Je pense qu'ils ont grandi là-dedans. Guy Manuel est d'origine portugaise, l'aristocratie portugaise. Thomas, un père qui a travaillé pour la France en dehors de France, qui d'ailleurs à un moment s'est installé au Brésil. Donc je crois qu'ils ont toujours été très citoyens du monde, jamais cocorico, jamais le coq tricolore dans les bras. C'est vraiment un truc, ça qui transparaît dans toute leur carrière, c'est que la France, c'est pas quelque chose qui les intéresse en tant que tel. Ils ont toujours eu regardé de haut les aides à la production de musique électronique en France, ce genre de choses. Et ils se sont toujours situés dès le premier album où ils ont bien veillé à ce qu'il y ait une diffusion qui soit la plus large possible. Leur terrain de jeu a tout de suite été le monde. Alors, et ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, enfin en tout cas post-2013, Daft Punk est partout, ça devient une espèce de marque internationale globale, et il y a même on fait même de l'humour sur les Daft Punk. Je vais vous faire écouter un live avec Jamel Debbouze et Michael Youn au Marrakech du Rire. Je pense pas que vous ayez écouté ça déjà une fois, mais ça, on peut écouter. Ça dit aussi beaucoup de choses sur la popularité après des Daft Punk. Mais qu'est-ce que tu chantes? Les paroles de la chanson. Burger, nuggets, burger. C'est pas du tout ça les paroles. C'est harder, better, faster, stronger. C'est ce que j'ai dit.
Non, pas du tout. T'as dit burger, nuggets, burger. Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? C'est parce que j'ai trop la dalle. 3 jours que j'ai pas mangé. Pourquoi? Impossible d'enlever mon casque. J'en ai vraiment marre de ta gueule. T'es qu'un loser. Ah ouais? Ta mère, bouffon, ton père, ta sœur. Répète ça pour voir. Ta mère, bouffon, ton père, ta sœur. Attention à ta gueule, elle va partir celle-là. Oui. Aïe. Oui. T'as de la chance d'avoir un casque, je t'aurais pété la gueule. J'ai pas de casque. J'ai pas de casque. Qu'est-ce qu'il y a à quoi? Voilà, c'était Michael Youn et Jamel Debbouze au Marrakech du rire qui parodie Daft Punk. C'est là où on voit finalement que le groupe est global, puisque maintenant on peut même s'en moquer, tout le monde comprend les références. Ouais, exactement. Et puis LCD Sound System a fait un morceau avec Daft Punk dans le titre. Ils ont fait des pubs pour Gap, la musique de pub pour Gap. Ils ont travaillé pour The Weeknd. Ouais, c'est devenu mainstream, 100% mainstream. Alors, comment analysez-vous la fin du groupe et ce fameux clip d'adieu, puisque c'était il y a peu de temps. C'était d'ailleurs intéressant de voir à quel point sur les réseaux sociaux les gens ont été touchés, ou en tout cas ça faisait écho à pas mal de générations. Vous voyez ça comment ? La fin du groupe annoncée par l'image sous la forme d'un clip. On retrouve les Daft Punk. Un clip balancé tout d'un coup au milieu de nulle part, qui va toucher beaucoup de monde, qui va être beaucoup vu. Moi je pense qu'ils s'amusent, ils n'avaient pas fait de musique depuis longtemps, ils étaient très attendus, il y avait des rumeurs. J'imagine qu'ils n'ont rien à proposer dans les mois qui viennent, donc ils annoncent leur fin, et puis ils reviendront évidemment. C'est un groupe de pop qui aime s'amuser et qui aime surprendre, donc on va les revoir. Quand, j'en sais rien, sous quelle forme, peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, mais on a hâte. Vous pensez qu'ils vont vraiment revenir ? Ouais, c'est sûr. Je parie une bouteille de Bourgogne qu'ils vont revenir. Ils sont là pour s'amuser et pour produire des sons qui font danser et qui donnent le sourire. Donc je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ça me paraît étonnant de faire aussi bien, voire mieux que Random Access Memories en termes de hype, puisque il y avait quand même beaucoup de hype autour, et notamment grâce aux guest stars qui étaient à l'intérieur, où il y avait quelque chose de très luxueux, de très classique finalement. On ne sait pas trop comment ils arriveraient à se réinventer et à proposer quelque chose d'aussi fort, voire d'encore plus fort. Ouais, c'est vrai, mais après, c'est ce qu'on disait aussi après Discovery, c'est ce qu'on disait avant Random Access Memories, comment aujourd'hui réinventer la musique, ça paraît tellement difficile, on a l'impression d'avoir tout entendu, que tout a été fait, tout a été digéré, et bon, à chaque fois, ils ont quand même réussi à montrer la voie. Donc ils ont eu tous les deux des carrières solo très productives, très riches. Ils ont fait des super morceaux chacun de leur côté. J'espère qu'ils vont continuer à le faire. Je suis sûr qu'ils vont continuer à le faire, et je suis absolument certain qu'un jour ils reviendront tous les deux. En tout cas, on a noté pour la bouteille de Bourgogne. Donc si un album sort d'ici quelques années, on saura avec qui on ira boire un verre et un verre de Bourgogne. Un grand merci Stéphane Jourdan d'être venu dans C'est plus que de la SF. On a pris beaucoup de plaisir à vous avoir et à parler avec vous de ce groupe. On recommande French Touch, une épopée électro chez Castor Music, un excellent petit ouvrage disponible pour la modique somme de 14€. On y apprend beaucoup sur les Daft Punk, mais surtout sur la French Touch. Vous donnez des annexes très riches qui donnent envie de se plonger dans la musique. D'ailleurs, qu'est-ce que vous nous conseillez d'écouter autre que Daft Punk de la French Touch ? Alors ça c'est une bonne question. Moi j'aime beaucoup Motorbass, Pansoul, un album des années 90. Alors certains diront qu'il a mal vieilli parce qu'on sent que c'est des années 90, mais c'est très poétique, très majestueux, c'est
ça s'écoute dans son salon, dans le noir, et c'est un album extraordinaire, mal connu, mal vendu, et c'est tant mieux. Et ouais, écoutez Pantsoul de Motorbass en entier, ça dure 40 ou 50 minutes, c'est très très chouette. Alors on mettra le lien de la recommandation bien sûr sur la page du podcast. Chers auditeurs et auditrices, merci d'être restés aussi longtemps car je crois que c'est l'émission la plus longue de notre courte carrière. Évidemment nous mettrons les liens des musiques et des extraits de tout ce que vous avez entendu. On vous recommande de réécouter les Daft Punk. On va conclure avec la fin du documentaire Daft Punk Unchained où Eric Shedville qui fait un bel éloge du groupe. Vous entendrez juste après l'intervention d'Eric la chanson Touch, la fameuse chanson qui avait été écrite avec Paul Williams, donc le grand méchant de Phantom of the Paradise. Enfin, cet épisode a été sponsorisé par les éditions J'ai lu qui viennent de sortir La Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. Il s'agit d'un space opéra un peu spécial où il s'agit d'un space opéra en forme de huis clos qui raconte les aventures spatiales d'une capitaine de cargo avec un enfant muet à travers la galaxie et qui pourrait faire écho à un clip des Daft Punk. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile pour eux de travailler ensemble. Il y a beaucoup d'embûches sur une carrière comme ça. Et même au niveau de l'ego, beaucoup de gens peuvent tomber dans des travers. Eux, ils ont toujours eu à cœur de rester dans la droite ligne, j'aurais presque envie de dire d'un modèle de comportement humain, quoi. Et ça, c'est très rare. Alors moi, ça fait 30 ans que je fais de la musique professionnellement. J'ai vu des gens avec le quart de leur succès qui me disent même plus bonjour quand ils passent devant moi, quoi. Donc, eux, ils accordent la même attention qu'ils parlent avec le portier de la boîte ou le patron de la major, quoi. Pour les conserver, ces qualités, au travers de la vie, il faut gagner des victoires sur soi-même. Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more.